Aujourd'hui dans Silicon Carnet, on parle de la Chine qui vient de dépasser les États-Unis en termes de réputation mondiale sur l'innovation. La Chine produit un smartphone par seconde et un robot humanoïde toutes les 30 secondes. Dans le même temps, sa natalité n'a jamais été aussi faible et sa jeunesse aussi désabusée. Que se passe-t-il ? Et puis le patron de Nvidia a craqué en interview cette semaine en cause les sanctions américaines qu'il considère comme un échec total et un DeepSeek qui s'apprête à tourner sur les puces chinoises. Une catastrophe pour l'Amérique. Et enfin, la Lune. Il y a 8 jours, l'Amérique célébrait le retour triomphal d'Artemis 2. Sauf que pendant qu'elle célébrait sa victoire, une sonde spatiale chinoise prévue pour août s'apprête à partir, elle aussi, pour la Lune. Et ce qu'elle est partie trouver là-haut pourrait tout changer. Bienvenue dans Silicon Carnet, le plus grand talk show tech de France. En direct de San Francisco, votre émission commence maintenant. À mes côtés pour cette émission, Evan Kervella, CEO, fondateur de Chipiron. On ne les présente plus. C'est un plaisir de t'avoir à nouveau parmi nous. C'est toi qui as eu l'idée de cette émission. Cette émission est inspirée par Evan Kervella. Merci beaucoup. Toujours un plaisir d'être ici. Et ouais, j'ai senti qu'il y avait un gros sujet sur la Chine avec son plan quinquennal qui est sorti. Donc je suis ravi qu'on puisse en parler. Exactement. Et puis pour en parler, j'ai convié Jean-Dominique Séval. C'est un économiste, un spécialiste du numérique. Et il est aussi le président de French Tech Beijing. Former President. Former President. Alors c'est quoi ? C'est une sorte d'amicale d'espions chinois en Occident ? C'est quoi cette histoire ? Une amicale d'anciens nazis ou un club, une association ? Non, c'est la French Tech. J'ai passé 4 ans à Pékin et c'était la French Tech Beijing, comme il y en a à Shanghai. C'est les French Tech, en fait, le mouvement French Tech. Il y en a à Shanghai, à Shenzhen et à Beijing. Tu connais bien la Chine, voilà. Justement. C'est pour ça que je voulais que tu sois là. Alors, je souligne aussi ton bouquin qui s'appelle La fin de Babel que je montre. Un bouquin de prospective, c'est ça, sur le monde post-AGI. Post-IA, à la fin de l'histoire et les dangers de la transition, enfin tout, voilà. Et c'est un livre qui fait peur ? Non, justement, parce que, parfois, oui, c'est-à-dire que quand j'annonce la fin de la civilisation écrite et le retour à une civilisation orale, ça peut faire peur, mais j'explique que c'est pas grave. De toute façon, ça va arriver. Par contre, comment on s'y adapte. Voilà. Voilà. Et il y a plein d'exemples, d'autres exemples. Et souvent inspirés par la Chine, parce que la Chine, comme on va le voir, parfois a beaucoup d'avance. Sur ces sujets, ouais. Un autre qui connaît bien la Chine, c'est Guillaume Gralet. Tu me disais que tu y avais été 7 fois, c'est ça, ou 8 fois ? Ouais. En fait, j'ai eu de la chance d'y aller. Merci beaucoup, Carlos. Je suis super content d'être avec vous trois. Ah non, tu es bienvenu. Je rappelle que tu es le rédacteur en chef du service Sciences et Tech du Point, pour ceux qui ne te connaissent pas ou qui ne te reconnaissent pas. Mais tu es bien connu. Ça fait longtemps que tu officies et tu es un observateur aguerri de tout ce monde de la tech on se connaît depuis longtemps. Ouais, exactement. C'était même rencontré une fois dans un petit train. C'était assez rigolo. C'était low-tech. Et voilà. Non, en fait, la Chine, en fait, j'ai eu la chance d'y aller à des périodes différentes dans différents endroits. Alors, bien sûr, autour de Shenzhen et pour aller visiter des entreprises assez connues comme Huawei, mais surtout, c'est voir l'évolution, l'accélération. La dernière fois que j'y suis allé, c'est pour aller voir des centres d'entraînement pour robots humanoïdes. Et on voit que ça bouge à mort. Ça explique peut-être certaines obsessions américaines en ce moment, mais c'est très intéressant à suivre. Et toi aussi, tu es l'auteur d'un livre. Tout le monde écrit des livres, sauf moi. Je sais pas, Evan, tu as un bouquin à recommander, un Martine à la plage ou je sais pas, un truc comme ça Non, je me suis essayé à l'écriture. Moi, j'ai un site qui s'appelle ravelkel.net sur lequel j'avais fait tout un tas d'essais et j'ai préféré me convertir à la vidéo. Donc maintenant, je suis vraiment là-dessus sur les médias. Exact, je vois ça. Insta, je te suis YouTube, quotidiennement, c'est sur Instagram, effectivement. Et ça me va très bien en vidéo. Ouais. Et mais le bouquin de Guillaume, je ne l'ai pas lu, donc je vais pas faire le mec qui a lu le bouquin. Tu me l'as envoyé, ça s'appelle Pionnier, voyage aux frontières de l'intelligence artificielle. Visiblement, c'est un sujet qui intéresse. Ouais, en fait, je me suis intéressé aux personnalités, parce que il y a une dizaine d'années, je voulais déjà écrire un bouquin, mais en fait, ça bouge trop vite. Donc, surtout à l'ère de l'IA avec l'accélération. Et là, en fait, j'ai décidé de m'intéresser aux personnalités, les femmes et les hommes, tu vois, de Kigali, justement, à Shenzhen, à New Delhi, ou encore Montréal, les États-Unis, et aussi l'Europe.
qu'est-ce qu'elles ont, à quoi elles rêvent pour dans 10 ans, quelles sont leurs obsessions. Et la bonne nouvelle, c'est que tout le monde ne pense pas la même chose. Et je trouve ça assez rafraîchissant. Ah ben ça, c'est une bonne nouvelle, effectivement. Je vous invite à vous abonner à la newsletter de Silicon Carnet pour préparer les émissions, et mes invités en sont témoins. Je fais beaucoup de travail de recherche et on restitue qu'une seule partie de ces travaux dans les épisodes de Silicon Carnet, mais vous retrouvez l'intégralité des recherches sur Substack. Je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous aussi au compte X de Silicon. Elon Musk est abonné et retweet d'ailleurs certains de mes posts. C'est assez surprenant. Hier, j'ai commencé à recevoir tout un tas de notifications. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? C'est Elon qui m'a retweeté 1,4 million de vues, résultat. Voilà, c'était assez drôle. Et puis pour les membres de l'Hacienda, on va organiser un festin privé avec les membres de l'Hacienda. Ça sera le 7 mai à Paris. Il faut être abonné à la newsletter et à l'Hacienda, qui est la communauté des fans de Silicon Carnet. Ça va être super sympa. Ça sera à Paris le 7 mai. Allez, l'émission commence. Go yourself. Alors, la Chine vient de publier son 15e plan quinquennal. C'est toi qui me le faisais remarquer, Evan. Et l'ambition n'est pas cachée. C'est intégrer l'intelligence artificielle dans 90% de son économie d'ici 2030, c'est-à-dire demain. Elle parle de voitures volantes, d'implants cérébraux, de robots humanoïdes, bien évidemment, tout y passe. C'est vrai que elle propose une sorte de vision un petit peu enchantée. Elle a une capacité d'émerveillement que moi je connaissais aux États-Unis. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai déménagé là-bas il y a plus de 15 ans. Et aujourd'hui, c'est vrai que cette capacité d'émerveillement, on la retrouve plus en Chine qu'ici aux États-Unis. Et ça a l'air de marcher, puisque la Chine dépasse désormais les États-Unis en termes de réputation mondiale. Je vous montre certaines statistiques. C'est vrai que le regard sur la Chine a beaucoup changé, y compris ici dans la Silicon Valley. Il y a encore 5 ans, chez les VC, les entrepreneurs, le ton était plutôt condescendant. On parlait de gens qui copiaient. On disait que le marché était complètement fermé, que leur technologie était un peu une technologie de seconde zone. Mais ce discours, il a complètement volé en éclats, quoi. Moi, je situe d'ailleurs ce moment. Il y a un moment très frappant ici dans la Silicon Valley, c'est quand DeepSeek est sorti avec son modèle R1. C'était en janvier 2025, c'était il y a 1 an. Et là, il s'est passé quelque chose, Evan. Tout le monde s'est dit waouh, moment de panique. D'ailleurs, la bourse avait réagi, il y avait eu un crash à ce moment-là. Exactement, ouais, exactement. Et moi, sur ce plan quinquennal, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils réfléchissent pas que il y a aussi des choses un peu, on va dire, moins tangibles que l'IA dans 90%. Il y a des choses un petit peu plus, comme par exemple, moi, il y a une métrique en particulier qui m'intéresse, c'est ils ont la notion de densité de brevets dans la population. Donc, ils veulent que par unité d'habitants, donc par 10 000 habitants, il y ait un plus en plus grand nombre de brevets qui s'appellent à haute valeur ajoutée. Donc, ils les appellent les high-tech patents, je crois. Et ça, c'est des brevets qui sont structurants. On pense à des brevets qui vraiment vont protéger des industries, qui vont vraiment avoir des gros impacts dans la société. Et ils ont vraiment cette vision où ils veulent de plus en plus de patents par unité de population. Ce qui donne vraiment, je trouve, c'est vraiment une métrique qui est assez symbolique de l'ambition vis-à-vis de l'innovation qu'ils ont. Ce qui est impressionnant, c'est le track record aussi. Sur chaque plan quinquennal, il y a un achievement. Ils arrivent à atteindre leurs objectifs à 90% à peu près dans ce que je vois sur les analyses rétrospectives. Et puis, il y a une cohérence d'un plan quinquennal à l'autre. On sent qu'il y a un grand plan. C'est pas des programmes politiques pour un nouveau président qui viendrait faire un quinquennat, qui viendrait faire 4 ans et qui vient revenir en partie en arrière par rapport à ce qui avait été fait avant, qui essaie de mettre des choses en place, mais en fait, il se fait... Alors, je suis pas du tout en train de dire que tout est parfait en Chine, évidemment, mais néanmoins, il y a cette cohérence d'un plan quinquennal à l'autre qui... Et surtout à un moment où on commence effectivement à avoir le point d'inflexion où ils viennent rattraper l'Occident sur des technologies comme l'IA, tu le mentionnais Carlos, et on peut se dire, waouh, est-ce que ils nous rattrapent? Et la dynamique, ce qui est sûr, c'est que c'est pas la même que chez nous. 90% de réalisation de leur plan quinquennaux, Jean-Dominique, ça c'est quoi? Ça veut dire que en gros, c'est pas un plan quinquennal, c'est une roadmap. Il faut regarder ça de façon très sérieuse.
Il y a le plan quinquennal, effectivement, et puis il y a les visions à plus long terme, voire jusqu'à à 20 ou 30 ans. Ce plan quinquennal, il s'inscrit dans un plan Made in China qui a été lancé en 2015, qui a mis le feu aux poudres quand les administrations américaines se sont aperçues que la Chine avait vraiment l'ambition de les devancer. Et dans ce plan 2015, en 2025, on fait le bilan, comme tu viens de le faire, Evan, et ils avaient énormément d'objectifs, dont l'IA, bien sûr, mais aussi le quantique, les technologies spatiales, de navigation, médicale, etc. Ils ont à peu près tout réalisé, sauf peut-être les semi-conducteurs, sur lesquels ils ont encore du retard, même si ils accélèrent, on en parlera sans doute, et puis le spatial, mais au sens aviation civile. Où là, c'est deux industries hyper complexes en termes de chaîne de valeur, de sous-traitants, et tout aligné leur prend beaucoup plus de temps que prévu, mais ils sont c'est juste un retard de planning, c'est tout. Ils sont en train... Guillaume, je regardais le document officiel chinois et l'intelligence artificielle générale, c'est la première fois qu'elle est mentionnée, et il parle plus simplement d'outils, il parle vraiment d'agents autonomes. Je montre là les termes qui sont utilisés, c'est assez impressionnant. Les premiers termes utilisés, c'est innovation, sécurité, investissement. Le green, je remarque aussi que le green est quand même très présent dans le document. Et l'AI, juste après, est nommé. C'est quoi l'objectif pour toi, de ton regard là-dessus? Qu'est-ce qu'essaye d'accomplir la Chine avec ces technologies? Non, mais ce qui est assez frappant quand on va dans les grandes villes chinoises en ce moment, on est surpris par le silence, tout simplement, parce qu'on voit à quel point les véhicules électriques, par exemple, j'en ai un seul exemple, tu citais aussi bien sûr l'IA, le quantique, comme ce que disait Jean-Dominique, il y a aussi la 6G. C'est devenu en fait un laboratoire du futur, et en fait ce qui est assez frappant, Evan le disait aussi, c'est la vision à long terme, c'est-à-dire que une vision centralisée, alors bien sûr avec tous les défauts que ça comporte, les atteintes aussi à la vie privée, la liberté individuelle, bien sûr, mais là-dessus on peut tirer un grand coup de chapeau à Pékin, et Jean-Dominique le disait un petit peu, c'est que c'est extrêmement logique, il y a eu des plans qui se complètent les uns avec les autres, et lorsque j'ai eu la chance effectivement de parler avec Ren Zhengfei, donc le créateur de Huawei qui a longtemps été accusé en France par des entreprises comme Alcatel de les copier. Aujourd'hui, Huawei, c'est une des entreprises qui dépose le plus de brevets au monde, même si elle souffre de toutes les limites, les restrictions imposées par Washington. Et moi, ce qui m'avait frappé quand j'avais parlé donc avec Ren Zhengfei, c'est qu'il m'avait dit, vous allez voir, la Chine va recouvrer sa place de première puissance technologique et scientifique mondiale, et ce n'est qu'un retour de l'histoire. C'est-à-dire que... Non, attends. Quand est-ce que la Chine a été leader sur la technologie et l'innovation dans le passé? Non, tout le temps. C'est-à-dire, si tu remontes en termes de richesse créée, on appelle ça le PIB, quand tu remontes jusqu'à l'Empire romain, jusqu'à nos jours, de l'Empire romain jusqu'à nos jours, la Chine a toujours occupé à peu près 25 à 30% du PIB mondial, quand on reconstitue les masses. Sauf pendant un siècle, le siècle où elle a raté la phase de la révolution industrielle et scientifique plus largement, et où effectivement les Japonais, les Anglais, les Français et toutes les puissances occidentales ont tordu le bras pour pouvoir rentrer en Chine et y faire du business notamment. Et ce siècle qui s'appelle en Chine et qui est enseigné tel quel dans les écoles, c'est le siècle de la honte. Et la Chine est en train de retrouver, après 40 ans, en 1980... Avec la guerre de l'opium, d'ailleurs, en toile de fond. Voilà, oui. Avec la guerre en retour du fentanyl. Voilà, et donc on a aujourd'hui 40 ans de croissance quasiment ininterrompue. Bon, c'est un peu plus compliqué aujourd'hui, on en parlera. Mais PIB du Maroc en 1980, quand Deng Xiaoping lance la grande ouverture, jusqu'à aujourd'hui, deuxième puissance mondiale, peut-être première en PIB corrigé de l'inflation. Donc effectivement, un parcours vraiment exceptionnel, ininterrompu, et la Chine a l'impression de retrouver sa place. Voilà.
On revient tout de suite à votre épisode, mais avant ça, j'avais envie de vous parler de notre nouveau partenaire. On est super fiers de les accueillir dans Silicon Carnet. C'est Eleven Labs. Et qui mieux pour en parler que mon double numérique que j'ai créé avec Eleven Labs. Ah, salut tout le monde. C'est moi, le double numérique de Carlos. Il m'a demandé de le remplacer au pied levé pour vous parler d'Eleven Labs. Et franchement, j'ai accepté avec grand plaisir. Qui est Eleven Labs ? Eleven Labs, c'est le leader mondial de l'IA audio. Ils ont développé une technologie qui permet de créer des agents conversationnels capables de répondre au téléphone dans plus de 60 langues avec une voix incroyablement humaine. Et pour couronner le tout, leurs serveurs sont basés en Europe, ce qui garantit une sécurité optimale pour les données. Super, et comment ça marche ? C'est super simple, ça se fait en 3 étapes. D'abord, tu crées ton agent et tu choisis une voix parmi 11 000 options. Ou alors tu peux même cloner ta propre voix, comme Carlos l'a fait avec moi. Ensuite, tu connectes ta base de connaissances, c'est-à-dire tes documents et tes process internes. Et pour finir, tu définis les missions que tu veux lui confier. C'est vraiment bluffant toutes les possibilités. Écoute, c'est absolument génial. Et tu sais ce qu'on va faire ? Eh bien, on va proposer aux éditeurs de continuer la conversation avec toi. Je vais mettre le lien dans la description. Ils vont pouvoir aller sur cette page, poser leurs questions directement sur Eleven Labs Agents pour en savoir plus sur Silicon Carnet et leurs solutions. Qu'est-ce que tu en penses ? Excellente idée, Carlos. Je suis prêt à discuter avec eux et à répondre à toutes leurs questions sur Eleven Labs Agents. Eh ben, pas de problème. Allez, retour à ton épisode et rendez-vous sur Eleven Labs. Alors moi je le dis très clairement, je suis pas du tout spécialiste de la Chine. D'ailleurs, je n'y ai jamais mis les pieds. Je crois que toi aussi, Evan, soyons transparents, moi non plus, on n'y a jamais été tous les deux. Ce qui est intéressant, c'est que moi, je vis dans la Silicon Valley, et donc pour moi, la Chine, c'est l'ennemi juré. Donc j'ai une vision certainement biaisée de nos amis, pas chinois, mais disons du gouvernement en place qui est quelque part l'adversaire pour la Silicon Valley. J'ai rien contre le peuple chinois, bien évidemment. Les salles jaunes. Non, les salles rouges. Autant pour moi. Et toi, tu me disais, Evan, non, que c'est pareil, t'as pas mis les pieds en Chine, mais que tu as été bercé un petit peu par une culture chinoise, quelque part. Et c'est intéressant parce qu'on n'est pas de la même génération. Et ça, c'est vrai que je le constate. Moi, j'ai été bercé par une culture plutôt américaine. Et toi, le soft power chinois, tu l'as un peu pris dans la gueule. Ouais, moi je dirais que c'est à peu près moite-moite. Alors j'ai aussi beaucoup pris le soft power américain, mais c'est vrai que chez moi je me suis très jeune intéressé au taoïsme. J'étais très fan de Bruce Lee, qui était chinois. Donc j'ai plutôt bercé dans ce truc, cette culture qui m'a toujours beaucoup étonné, qui arrive à conjuguer tradition et modernisme. Voilà, ce qui est un peu début de dissertation un peu classique quand on disserte sur l'Asie, mais c'est vrai que c'est entre tradition et modernité. Et moi j'ai toujours été très impressionné par ce qu'il faisait. Et du coup j'ai mis ma petite chemise à col Mao pour rendre hommage à la Chine pour cet épisode. Bravo, félicitations. On le dit pour ceux qui nous écoutent en audio, qui ne nous regardent pas sur YouTube. Effectivement, Evan a une chemise à col Mao. Mais est-ce que moi j'avais envie de vous challenger un petit peu là-dessus sur cette ouverture et cette place de la technologie dans l'économie chinoise. Il y a eu effectivement cette ouverture économique fulgurante et très impressionnante. Et puis la technologie a été mise au centre finalement de cette ouverture. Et elle a été beaucoup utilisée, cette technologie, aussi pour contrôler la population. On le voit bien aujourd'hui, on peut plus rien faire. Je regardais un reportage qui disait que avant en Chine, on utilisait des billets de banque, d'ailleurs sur lesquels il y avait Mao dessus, et c'était un objet de presque politique, le billet de banque. Et aujourd'hui, on n'utilise plus du tout de liquide, tout est numérisé, ça se passe avec WeChat, il y a tout un tas d'applications, et puis il y a ce fameux score social qui fait que vous êtes noté en permanence sur votre comportement. Donc la technologie, elle est impressionnante, elle nous émerveille, mais derrière, il y a quand même une entreprise de contrôle de la masse, de la population, à travers cette technologie. Alors oui, en même temps, la Chine a une histoire d'une continuité impressionnante. C'est-à-dire que le contrôle social a quasiment toujours existé en Chine. Aujourd'hui, c'est le même contrôle hyper dopé à la technologie, voilà. Et avec une caméra pour 6 habitants quand même, quoi, en fait. Ouais, les caméras avec micro maintenant, comme ça on peut en plus entendre ce qui se passe dans la rue, c'est encore mieux. Et puis les traces sur Internet, enfin voilà, la traçabilité des paiements, voilà, donc les drones qui surveillent. Bon voilà, c'est effectivement c'est de l'hypersurveillance.
le contrôle de ta consommation, selon ce que tu consommes en ligne, ton crédit social, c'est quand même une énorme black box. On ne sait pas ce qu'il y a dans cet algorithme. On pourrait très bien se dire que si tu bouffes au McDonald's tous les jours, ton score social va baisser parce que quelque part t'as pas une qualité de vie d'alimentation suffisamment bonne, ce qui va coûter de l'argent à la société, et donc ton score social peut baisser par rapport à ça. On ne sait pas, hein, peut-être. Oui, alors c'est de la technologie, et en même temps, quand j'y étais, avec le Covid, avait été remis en place les comités de quartier et la surveillance au pied des immeubles, sans technologie, hein, à l'ancienne. Donc c'est un continuum complet de méthodes traditionnelles et de technologies les plus avancées, comme le font la plupart aujourd'hui des dictatures. Les dictatures et les régimes autoritaires sont très très en avance sur le fait d'utiliser les technologies au service de leurs propres ambitions politiques. Simplement, au regard des démocraties qui savent pas quoi faire de ces technologies aujourd'hui. Et c'est un vrai enjeu, pour le coup. Qu'est-ce qu'on fait de ces technologies pour nos démocraties? Comment on modernise nos démocraties pour qu'elles deviennent vraiment participatives? C'est-à-dire que ces technologies, c'est très pratique quand on est un régime autoritaire, on sait absolument quoi en faire, hein, parce que la proposition de valeur, elle est immédiate, mais quand on est dans une démocratie comme chez nous, c'est moins évident, c'est ce que tu es en train de dire. On tâtonne et on sait pas quoi en faire, on doute, alors qu'elles pourraient être vraiment passionnantes pour rénover nos démocraties qui doutent. Voilà. Mais effectivement, la Chine, là-dessus, a une énorme avance, exporte son modèle de surveillance sociale, avec quand même des limites et des discussions dans la société, puisque le fameux crédit social dont tu parlais a jamais été déployé au niveau national comme ça avait été annoncé. Non, parce que c'est très compliqué. Il y a des résistances d'abord de la population. C'est une complicité c'est des crédits sociaux qui sont par région, par ville. Donc connecter toutes ces bases de données, ça commençait à donner des erreurs dramatiques, quoi, parce que tu étais classé, tu perdais des points alors que rien du tout, il s'était rien passé. Donc voilà, donc c'était très compliqué pour plein de raisons techniques et sociales. Ça existe, hein. Ça existe, et notamment les mauvais payeurs il y a une quinzaine de millions d'habitants qui ne peuvent pas prendre des trains rapides ou les avions pour se déplacer. Il faut qu'ils prennent les fameux trains verts qui mettent 10 heures pour aller à Shanghai, là où aujourd'hui tu mets 4 heures avec les hyper TGV. Mais voilà, ça existe, mais c'est pas généralisé comme on a pu le voir comme c'était annoncé, comme on a pu le voir dans Black Mirror par exemple. Ils ont eu l'idée de ce crédit social en venant aux États-Unis, quoi. C'est-à-dire que ils se sont rendus compte que, d'après ce que j'ai compris, et là encore une fois, c'est ça. En m'informant un petit peu pour faire cette émission, que ils avaient un problème ils avaient un défaut de paiement très élevé en Chine. Et ils comprenaient pas pourquoi les États-Unis, eux, n'avaient pas ce même problème. Et quand ils sont venus aux États-Unis, ils ont vu que la justice, quand il y avait une décision de justice sur un défaut de paiement ou un truc comme ça, avait créé une base de données, une sorte de score. C'est ce qu'on appelle ici ton credit score ici aux États-Unis, qui fait que c'est une sorte de crédit social aussi, mais que capitaliste, quoi, en gros, ici aux États-Unis. Je vais vous laisser la parole, mais Guillaume, tu voudrais ajouter, mais simplement, ça vient d'un chercheur en sociologie qui a découvert aux États-Unis le système d'assurance, du crédit d'assurance, qui marchait très bien. Et en revenant en Chine, il s'est dit, mais ça serait super de le développer sur d'autres critères pour aider nos citoyens à être qui souvent venaient de la campagne, qui avaient du mal à prendre les codes, ou qui jouaient avec ils aiment beaucoup jouer aussi avec la loi, hein, comme nous, et pour les impôts, et pour plein de trucs. Et du coup, pour socialiser plus facilement les gens, c'était pour les aider. On allait mettre des crédits positifs pour les aider et accélérer l'éducation de la société, et évidemment aussi des crédits négatifs, et c'est devenu aussi, c'est parti d'une idée plutôt bienveillante, on va dire, mais à la fin c'est devenu quand même un énorme outil de surveillance. Moi, ce qui m'a frappé à travers les différentes interviews, c'est que parfois certains Chinois ou des personnes qui ont longtemps habité en Chine, qui ont exercé des responsabilités, je pense par exemple à Kai Fu Lee dont on parlait tout à l'heure, pardon, qui a dirigé Microsoft et Google en Chine, qui est né à Taïwan mais formé à Carnegie Mellon, mais qui aujourd'hui est un grand défenseur de l'IA made in China. Et en fait, la première fois où j'ai pu le rencontrer, c'était à Paris, et je commence à justement l'interroger sur le crédit social et sur les notes, la surveillance. Et là, il est assez amusant parce qu'il est assez pince son rire. Il regarde au bout de la pièce puis il me dit, mais regardez là, on est à Paris, pays des droits de l'homme, et il y a une caméra.
C'est-à-dire que vous surveillez aussi. C'est-à-dire que il retourne, il se méfie un petit peu des caricatures dont ils peuvent être les eux-mêmes l'objet. Et en fait, c'est quelqu'un de très fin parce que dans ce livre qui m'a marqué en fait, qui est paru il y a 7 ans. Où il décrit comme personne la guerre froide entre la Chine et les États-Unis au niveau de l'intelligence artificielle, c'est titré comme cela. Il prédit, il y a moins de 10 ans, en fait, l'arrivée de DeepSeek, qui effectivement a beaucoup fait peur aux États-Unis, qui a fait s'effondrer, qui a fait dire Sam Altman directement à Washington, faites attention, faites pas rentrer des technologies comme DeepSeek. Donc ils sont extrêmement conscients de l'image qu'ils peuvent renvoyer et il y a cette idée effectivement de revanche pour pas être langue de bois, de se dire ok, on a eu ces décennies que vous avez très bien décrites où on n'était pas au devant de la scène. Aujourd'hui, avec notre force, notre jeunesse, le nombre d'ingénieurs, de chercheurs qu'on peut former qui dépassent de très loin, fois 3. Ils les forment pas, hein. C'est nous qui les formons ici aux États-Unis. Hein. Non, pas tous. Ils en forment une partie, mais on en a plein dans nos universités. Ma fille a fait Berkeley, c'est rempli de Chinois, et tu vas dans toutes les universités. Ouais, mais il y a aussi Carlos. Il y a aussi Carlos de très très bonnes facs chinoises. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont très sélectifs? Non, mais c'est une vraie question. Aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils foutent chez nous? Je dis chez nous parce que je suis américain, quoi. Toutes nos facs sont remplies de Chinois. Est-ce que c'est la même chose d'ailleurs en France? Non, moi, à Centrale, il y avait aussi des grosses promotions chinoises, et c'est vrai dans toutes les grosses écoles. Il y en a moins. Peut-être. J'enseigne à la fac et il y en a beaucoup moins qu'avant parce qu'ils sortent beaucoup moins. C'est plus compliqué de sortir en ce moment de Chine, mais effectivement, les facs chinoises, ça c'est un trait typique de la façon dont les Chinois envisagent la concurrence et l'accès aux connaissances. C'est-à-dire, je vais lancer un business, je me renseigne, quoi. Qu'est-ce qui se fait autour de moi? Bon, si c'est déjà fait, je regarde. Bien ça, je me renseigne. C'est le bon terme, quoi, en fait. Voilà. Mais ils font exactement la même chose entre eux en Chine, quoi. Je veux dire, c'est la base, vraiment la base pour démarrer un business. Et puis après, j'essaye de l'améliorer, quoi. Alors ça marche, hein. Moi je suis jamais allé à Shenzhen, mais je lisais, Shenzhen compte 25 000 entreprises de haute technologie. Ça fait 12 km². C'est 4 fois plus que dans la Silicon Valley. On compte à peu près 6 000 entreprises de haute technologie dans la Silicon Valley. C'est assez impressionnant. BYD a bien sûr dépassé Tesla en volume de vente mondial. Ça, c'était l'année dernière. On a encore un leadership sur les chipsets, effectivement. Et il y a un contrôle à l'exportation de ces chipsets. Et on va le voir parce que Jensen Huang... visiblement, le patron de Nvidia considère que c'est pas forcément la bonne stratégie. Mais avant ça, j'avais envie de vous parler un petit peu derrière cette façade, derrière cette vitrine. Il se passe des choses aussi de l'intérieur que peut-être qu'on voit mal. Notamment, les chiffres démographiques sont vertigineux. Moins de 8 millions de naissances en 2025. C'est le niveau le plus bas depuis la création de la République populaire de Chine en 1949. Le taux de fécondité est tombé autour d'1 enfant par femme. On sait que normalement, pour être dans les clous, il faut 2,1, 2,2. Donc là, on est à 1. Visiblement, la politique de l'enfant unique a fonctionné plutôt pas mal. Et là, je monte cette courbe. Moi, j'ai été très, très surpris de ce truc-là. 1,4 milliard de Chinois en 2025. Mais si ça continue, la Chine ne compterait en 2100 que 633 millions de Chinois. Jean-Dominique ? Divisé par deux. Ouais. C'est le toboggan démographique. La Chine est confrontée aujourd'hui, tu l'as très bien dit, j'ai écrit un article là-dessus sur une multicrise en fait, qui s'additionne et qui fait que le modèle chinois est vraiment impressionnant, mais qu'il a des fissures qui sont très importantes. La démographie. Alors les robots, sont et l'automatisation est un des moyens vraiment officiels. C'est pour ça qu'ils foncent sur les robots.
quoi, en fait. C'est parce qu'ils regardent leur démographie et eux se disent, c'est pas que ça, on n'a pas le choix. Il y a toujours plusieurs objectifs en Chine. Il y a toujours plusieurs objectifs. Un, c'est la démographie. Deux, c'est les imposer et les exporter au reste du monde, bien sûr. Ouais. Mais oui, il y a la démographie, il y a une crise immobilière qui était le moteur de l'économie chinoise pendant des années, qui ne se relève pas et qui affaiblit le système, qui mécontente la population, le chômage des jeunes qui est très important, et parce que comme chez nous et même avant, les grands Alibaba et les autres avaient commencé à licencier avec l'IA il y a déjà quelques années, parce que ils commençaient à l'utiliser de façon massive. Donc voilà, une crise géopolitique aussi qui favorise pas les affaires, et puis une consommation chinoise qui ne démarre pas. Voilà, ça c'est un des gros problèmes de la Chine aujourd'hui, c'est qu'ils savent exporter, la machine à exporter marche comme jamais, ça rentre des devises. Mais ils arrivent pas ils sont toujours très dépendants de l'export et ils arrivent pas à faire consommer des Chinois qui aujourd'hui encore plus qu'avant peut-être sont très inquiets et du coup épargnent toujours autant et le moteur de la consommation intérieure ne marche pas bien en Chine et démarre pas comme les autorités le voudraient. Alors, il y a ce phénomène du tongping. Je sais pas quelqu'un peut nous l'expliquer, ça? C'est littéralement, ça veut dire rester allongé. C'est dingue parce que je pensais pas du tout, moi. Je pensais que, justement, si on voulait voir à quoi ressemblerait, entre l'humain, entre ce que nous sommes aujourd'hui et les robots, je me disais qu'il y avait une population qui, montrait cette transition, c'était les Chinois. Mais pas du tout. Ils sont comme nous, ils ont leur Tanguy, ils ont une nouvelle génération qui est un peu désabusée. Parce qu'en fait, la population est très inquiète de l'IA et de la robotique. Il y a une enquête qui vient de sortir, elle date de mai 2025, 85% des répondants à cette enquête étaient préoccupés par l'impact de l'IA sur l'emploi. Donc vraiment, il y a vraiment un très fort à la fois les parents qui se disent mes gamins est-ce qu'ils vont bosser et qu'est-ce qu'ils vont faire demain, notamment dans les métiers de la tech qui sont plus aussi porteurs qu'avant, et puis les jeunes qui se disent le moteur d'ascension sociale il est un peu cassé. Et alors il y a les tiangping dont tu viens de parler, les allongés, ils préfèrent rester chez eux plutôt que d'aller bosser. Ça, c'est un des phénomènes, mais il y a aussi, il y a plein, c'est que toujours en Chine, c'est très, très, varié. Il y a plein de choses qui se passent. Donc, le mouvement, il est beaucoup plus large. T'as les Bailan, qui laissent pourrir. Alors, eux, ils sont plutôt actifs. C'est-à-dire qu'ils vont au boulot, mais, ils essayent de ralentir le travail, quoi. Ils font des pauses, ils vont, ils sabotent un petit peu. C'est des saboteurs intérieurs. C'est des sortes de ludites, quoi. Non mais t'as raison Jean-Dominique, et puis moi ça m'avait marqué une fois parce que j'avais été voir BGI, c'était je m'étais un peu échappé, j'avais été voir un centre de génomique, tu sais, qui voulait vraiment répliquer qui faisait l'objet de beaucoup de fantasmes à l'époque, mais surtout c'était juste à côté d'une plage, et là je voyais des Chinois, c'était dans le sud du pays, qui se reposaient. Il y avait des parasols. C'était la première fois que je voyais des Chinois en vacances, et on me disait, tout dépend. C'est ce que tu dis, Jean-Dominique. Tout dépend de là où tu es en Chine. Enfin, il y a énormément de réalités différentes, et il y a toute une partie de la Chine qui est plus cool, quoi, qui est plus méditerranéenne, si j'ai envie de dire. C'est assez rigolo, quoi. Ah, mais moi, je m'attendais pas du tout à avoir effectivement une génération comme ça de je sais pas, de beatnik, quoi. Vous voulez pas qu'on fasse un jeu d'éveil pour se remonter le moral? Ta gueule, sac à crotte. Il y a beaucoup, moi c'est quelque chose qui m'a frappé, c'est qu'il y a beaucoup de parallèles à faire entre les USA et la Chine, contrairement à ce qu'on pense. Okay. Énormément de parallèles. Mais oui, parce que là, ce qu'on voit, c'est des jeunes qui refusent une sorte de compétition acharnée. On parle beaucoup du 996, c'est-à-dire du 9h, 21h, 6 jours sur 7. Ici, y compris ici dans la Silicon Valley, c'est devenu un petit peu le mode de travail. Et moi, j'avais lu que les Chinois, eux, avaient répondu en disant, nous, on fait du 007, c'est-à-dire en gros du minuit, 7 jours sur 7, allez vous faire foutre la Silicon Valley. Mais en fait, je me rends compte en préparant l'émission que c'est pas tout à fait le cas, et qu'il y a une génération qui plutôt jeune, effectivement, qui est pas du tout dans ce délire-là. Ouais, c'était un modèle que Alibaba et Huawei avaient vraiment poussé au maximum, faire travailler. Alors, ils payaient bien. La contrepartie, c'est qu'ils avaient on était bien payés chez Huawei. Tu pourras confirmer. Ouais, puis inversement, mais on bossait comme des dingues.
qui avait Et explosé. en même aussi. temps, l'État, en 2021, a légiféré pour arrêter ces abus de temps de travail parce que ça avait des effets notamment de dépression et notamment de retrait de certains jeunes. Donc ils essayent d'équilibrer. Sachant qu'en Chine, depuis 1949, le droit à la sieste est inscrit dans la Constitution. Juste pour un petit clin d'œil. Moi, j'aimerais bien. En tout cas, l'État chinois était meilleur aussi que nous sur la gestion des réseaux sociaux. Enfin, ça, c'est plus connu, mais ça, c'est clair qu'ils gèrent très bien les réseaux sociaux. Oui, ça, c'est clair. non, mais si tu veux, t'as moins de dépendance. À Douyin, l'équivalent de TikTok, etc., qui est limité dans le temps. Ah, d'accord. Ouais, pour les jeunes notamment. Pour les enfants, les jeunes. 3 heures de jeux vidéo en ligne par semaine. Les agents IA, c'est génial, mais on aura toujours besoin d'humains. Et c'est pourquoi je voulais vous parler de notre partenaire, Digital Selection. C'est un cabinet international d'executive search spécialisé dans les startups et les scale-up technologiques. Je les connais super bien. François Lejoly, le CEO de Digital Selection, est un ami de longue date avec qui j'ai travaillé régulièrement aux US comme en Europe. Ils accompagnent déjà de nombreuses entreprises tech dans le recrutement de dirigeants clés, que ce soit des CEO, des C-level ou des managers stratégiques. Et là où ils font vraiment la différence, c'est qu'ils connaissent parfaitement le modèle cross-border Europe-États-Unis. Ils ont d'ailleurs des équipes sur les 2 continents. Bref, si vous cherchez des talents américains ou européens pour structurer et accélérer votre croissance à l'international, je vous invite vraiment à contacter Digital Selection. J'ai mis le LinkedIn de François dans les notes de l'émission. Allez, retour à votre épisode. Alors, ce qui est intéressant, c'est ce soft power c'est cette bataille pour raconter le futur. Et c'est vrai que la Chine est très convaincante aujourd'hui et elle marque vraiment des points. Et c'est vrai que l'Amérique a du mal à montrer. Alors, il y a Trump, il y a tout un tas de trucs comme ça qui font que c'est moins sexy, effectivement, en ce moment. Mais quand on regarde en Chine, on voit ces lignes à grande vitesse, 50 400 km couverts à grande vitesse. Ça fait rêver, surtout moi qui suis de Limoges. C'était un truc qui était sur un plan quinquennal. C'était un plan quinquennal qui disait qu'il voulait d'un coup. Et ça, c'est à peu près la distance. Enfin, aux États-Unis, ça fait combien de temps que on entend des justifications de pourquoi c'est pas possible d'avoir des lignes à grande vitesse aux États-Unis, parce que c'est trop grand, parce que ça coûte trop. Il y a le shit show, le fameux shit show de ce moyen de transport qui connecterait San Francisco à Los Angeles depuis des années. J'en entends parler. C'est quoi? Ça a dépassé les 100 milliards d'investissements, c'est ça, de budget pour une ligne qui n'existe toujours pas. Et ça ne verra jamais le jour, bien sûr. C'est incroyable. C'est incroyable. Ça, c'est le génie chinois des infrastructures. Dès qu'il y a une infrastructure, que ce soit des satellites, des trains, des métros, des stations de recharge de voitures électriques, des stations de base 5G, c'est la folie, quoi. Les plans quinquennaux sont faits pour ça, quoi. Donc là-dessus, ils excellent, quoi. De déploiement d'infra. Et sur le spatial également, on va en parler dans la troisième partie de cette émission, mais il y a cette base spatiale sur la Lune qui sont en train de construire. Et puis, pour toi, Evan, qui est un fan de Kung Fu, ils ont marqué un énorme point pour le Nouvel An chinois 2026. Il y a cette vidéo qui a circulé avec ces humanoïdes Unitree, qui d'ailleurs sont à la vente maintenant. Tu peux en acheter un pour $21 000. Il y en a des moins chers aussi. J'en ai trouvé sur Alibaba à $5 000. Et donc, il y a ces robots humanoïdes qui font partie maintenant du quotidien, qu'on inscrit vraiment dans le quotidien des Chinois. C'est effectivement super impressionnant. Et quand on regarde les États-Unis en face, effectivement, on sent bien que les États-Unis sont en train de perdre la bataille culturelle, en tout cas face à la Chine. Guillaume. Là-dessus, c'est assez rigolo parce que je parlais il y a pas longtemps avec un chercheur de l'université de New York qui commentait. En fait, on a eu la même discussion à 3 ans d'écart et il y a 3 ans, il disait tout ça, c'est que du cinéma, etc. Et on a commenté justement la dernière prouesse d'un robot humanoïde chinois qui a dépassé en fait des records en semi-marathon, à la fois de son robot prédécesseur, mais aussi de ce qu'arrivaient à faire les hommes. Et il disait, c'est assez dingue en termes d'équilibre, mais ils doivent être téléopérés à distance. Et moi, j'ai eu la même sensation, parce qu'il y a pas longtemps, j'ai marché dans la rue à côté d'un robot Unitree. C'est quelqu'un qui m'a fait une démonstration. T'es assez surpris quand même, parce qu'à un moment, je me suis mis à trottiner, il me suivait.
et que ça fonctionne véritablement bien, quoi. Et encore là aussi, c'est la diversité des robots. Un d'entre eux, dans les fabricants, il y a plus de 100 fabricants de robots humanoïdes. Il y en a un qui s'appelle Fourier Robotics, donc c'est un petit clin d'œil à l'excellence scientifique passée française, c'est assez rigolo. Mais on voit plein d'autres prouesses, ceux qui arrivent à se recharger, comme Ubitech, etc. Bref, en fait, on voit cette course en avant, et je pense que ça va se passer, ça va être un peu darwinien, c'est-à-dire il y a autant de fabricants aujourd'hui de robots humanoïdes en Chine qu'il y a eu un moment de fabricants de véhicules électriques, et puis il va y avoir un petit écrémage, mais tout ça c'est orchestré, encouragé par Pékin, et c'est assez ça la recette en fait, c'est de lancer des chevaux, plusieurs fournisseurs, et puis de les laisser voilà, s'égorger entre eux jusqu'à ce qu'il y ait un leader qui sort. On joue sur la vision à long terme. On encourage des entreprises privées. Alors certaines bénéficient quand même de fonds publics. Hein, ça, vous savez beaucoup mieux que moi. Mais on va créer une émulation entre eux. C'est très darwinien, et on va ensuite in fine garder, en tout cas, encourager à l'export ceux qui ont le mieux réussi. C'est l'inverse de ce qu'on fait en France, hein, Evan. Hein. Nous, généralement, on choisit un gagnant, alors qu'il n'a pas encore gagné, il n'a absolument rien gagné. Bien évidemment, je ne regarde personne quand je dis ça, quoi, en fait. Mais notamment dans l'intelligence artificielle, on a décidé que Mistral serait le gagnant et les autres allaient vous faire foutre, quoi. Et on n'a pas du tout cette stratégie, nous, en France. Le plan France 2030 en France, qui est un système super, hein, je suis hyper content qu'il ait existé, il a été fait comme ça. Et c'est vraiment une différence de philosophie, c'est vraiment choisir des champions à un stade un tout petit peu avancé mais relativement early. On n'attend pas que les boîtes soient déjà sur le marché, qu'elles aient démontré qu'elles sont les gagnants. Et l'État vient investir massivement avec des subventions sur un poulain, sur des axes qui ressembleraient un peu au plan quinquennal, qui sont des axes de développement, l'intelligence artificielle, le quantique, la santé dans notre cas avec chez Piron. Et c'est vrai qu'en Chine, c'est beaucoup plus darwinien, mais je crois que d'ailleurs, il y a à BPI, ils veulent s'inspirer de ce modèle-là et investir plutôt des petits tickets plus facilement avec moins de conditions pour laisser les gens essayer, pour qu'on puisse voir un peu plus tard quels sont les vainqueurs. Mais aujourd'hui, c'est très top-down, où on en choisit un et c'est lui qui gagnera. C'est l'État stratège. Ce qui est très impressionnant en Chine, c'est l'écosystème, en fait. Le thème est pas du tout frelaté quand on parle de la Chine. C'est-à-dire que c'est à la fois un système qu'ils ont copié sur la Chine, sur les États-Unis quand ils se sont reconstruits après la révolution culturelle. Les facs étaient fermées, faut s'en souvenir, ils repartaient de zéro. Donc ils ont regardé ce que se faisait le MIT et Stanford et l'écosystème de la Silicon Valley. Donc ils ont les universités, les plus grandes universités. Tsinghua, c'est la grande université chinoise, c'est 70 000 étudiants, qu'avec des profs chinois. Et juste à côté, il y a Beijing University qui en a autant, quoi. Et tout ça dans un petit quelques kilomètres carrés. À côté, il y a les systèmes de financement et les VC à très haut niveau qui financent. L'État qui fixe le plan pour dire, vous avez de la sécurité pendant quelques années, on va dans cette direction, donc vous pouvez investir, c'est sécurisé. Et en plus, ils ont les géants de la tech qui sont là pour abonder, structurer, et derrière ils ont une espèce d'appétit à la concurrence que je n'ai vu que là. Quand on parle de concurrence en Europe ou même aux États-Unis, c'est rien par rapport à la concurrence en Chine. Et quand il y a un gâteau à partager et qu'il y a des espérances de gains, c'est des centaines de start-upers, des centaines et des milliers qui se lancent, et ils essayent de breaker tous les business models possibles. Et là, c'est la festival au business model, quoi. Et il y en aura un qui va gagner, peut-être 2 ou 3. Mais regardez les plateformes sociales en Chine. Il y en a pas 2 ou 3. Il y en a une dizaine aujourd'hui. Alors dans le même temps, il y a quelques jours, Jensen Huang a lâché une bombe sur notamment le contrôle à l'export des puces, et notamment des puces de Nvidia, qui lui considère comme un échec total. C'est d'ailleurs très drôle, parce que ça montre quelque chose aussi politiquement aux États-Unis. On avait rarement vu un entrepreneur de la tech de ce niveau-là s'opposer à Trump. Là, c'est la première fois qu'on a un Jensen Huang qui clairement dit que la politique américaine est con, quoi. En gros, c'est ça ce qu'il est en train de dire. Nvidia est passé de 95% à 50% de part de marché en Chine. Je comprends aussi que économiquement, il soit inquiet. Et pendant ce temps-là, DeepSeek, et on attend la V4 là, de DeepSeek, elle s'apprête à être lancée. Et ce qu'on dit, et c'est The Information, un site ici de la Silicon Valley de tech qui est très réputé,
aurait des informations et annonce que DeepSeek va tourner sur des puces Huawei, notamment les puces Ascend. Et ça, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, effectivement, pour l'Amérique qui avait encore un leadership sur les puces. Bon, elles sont moins performantes que les puces de Nvidia, mais il semblerait qu'on n'ait pas besoin finalement de cette performance pour faire tourner DeepSeek. Et là aussi, c'est une avancée assez incroyable, non, Guillaume, si c'est le cas, effectivement, là... Houston, we have a problem. Ouais, exactement. En fait, c'est très intéressant parce que face à cette, j'allais dire, cette accélération chinoise, en fait, les États-Unis, mais toi, tu y vis, hein, tu nous diras comment ça se passe, mais moi, j'avais assisté à une conférence de David Sacks, donc qui a fait partie de la mafia PayPal, au même titre que Peter Thiel, Elon Musk, Max Levchin, par exemple, et donc qui conseille, entre autres... Et Reid Hoffman, hein, ne l'oublions pas. Hoffman, exactement, ouais. Qui conseille le Washington sur la crypto, sur l'IA, alors il y en a d'autres, mais lui, et il disait dans sa conférence, c'était en septembre dernier à San Francisco, il disait, on a encore 6 mois d'avance sur la Chine, mais on voit bien que c'est très fragile. Et je pense que David Sacks, il est plutôt de l'avis de Jensen Huang, c'est de dire que ça va pas forcément marcher de restreindre tout simplement les exportations parce que les Chinois, ils vont se débrouiller de plus en plus par eux-mêmes. On l'a bien vu avec Huawei. Huawei a été interdit de marcher, pour faire très court, aux États-Unis, mais aussi chez tous les pays alliés européens. On a demandé aux opérateurs comme Bouygues, comme SFR, comme Orange ici en France d'enlever Huawei du cœur de réseau. Ça n'a pas empêché Huawei de continuer à investir et il y a pour des bonnes raisons, Guillaume, hein, quand même, disons-le, quoi, parce qu'on avait aussi, il y avait des backdoors dans ces puces-là et qu'il y avait des problèmes de sécurité. Les raisons avancées par les États-Unis, c'était des raisons d'espionnage supposées, mais qui étaient tout à fait louables. Mais c'était aussi un moment Spoutnik pour les États-Unis, c'est-à-dire que ils se rendaient compte qu'une entreprise qui n'avait en réalité pas réellement vu venir, était capable d'être bien meilleur qu'eux sur la 5G. Et ce que j'ai pas la recette miracle, mais ce que j'observe aujourd'hui, c'est que une entreprise comme Huawei, par exemple, qui est très intelligente, c'est-à-dire dans son centre de recherche en France, elle a embauché un médaillé Fields, alors qui est pas extrêmement connu, qui s'appelle Laurent Laforgue, mais elle sait utiliser les meilleurs cerveaux partout dans le monde. Et pour terminer, il y a plein de petits bébés Huawei que connaître, hein, comme Cambricon, comme T-Head, hein, que l'on voit à Alibaba. Ce sont des puces qui peuvent être très intéressantes pour l'intelligence artificielle, pour le cloud. Beidou a lui-même encouragé ces solutions. Et puis Biren Technologies, en fait, c'est plein de noms, il y en a une dizaine dont on va entendre de plus en plus parler à l'avenir. Et je pense que Jensen Huang a raison de dire que c'est pas en limitant les exportations qu'on va les empêcher de développer eux-mêmes leurs propres solutions. Je pense que le point de vue de Jensen Huang, c'est de dire, puisqu'ils ont besoin de nos puces, donnons-leur, essayons au maximum de conserver notre avance par d'autres moyens, mais au moins s'ils achètent chez nous, ils développeront pas leurs propres solutions. C'est ça qui est assez intéressant. On l'écoute justement, Jensen Huang, je vous propose de l'écouter parce que son ton est assez inhabituel, on sent que il est en mode panique. Il était chez le podcasteur Dwarkesh Patel et qu'il a très bien challengé d'ailleurs là-dessus. Et à un moment, on l'entend dire attends, je suis pas un loser, me parle pas comme un loser, mais on sent qu'il est effectivement un petit peu en mode panique. Le père Jensen, je vous propose de l'écouter. The day that DeepSeek comes out on Huawei first, that is a horrible outcome for our nation. Why is that? Because, I mean, currently you can have a model like DeepSeek that can run on any accelerator. Why would that stop being the case in the future? Well, suppose it doesn't. Suppose it's optimized for Huawei. Suppose it's optimized for their architecture. It would put ours at a disadvantage. You described the situation. A company developed software, developed an AI model, and it runs best on the American tech stack. I saw that as good news. You set it up as a premise that it was bad news. I'm going to give you the bad news. That AI models around the world are developed and they run best on not American hardware. That is bad news for us. But there's a reason they're buying it from you, right? Because our chips are better. Can you acknowledge that Huawei had a record year? Can you acknowledge that a whole bunch of chip companies have gone public? Can you acknowledge that? Can you acknowledge that? You can also acknowledge that the fact that we used to have a very large share in that market and we no longer have the large share in that market. We can also acknowledge that China is about 40% of the world's technology industry. To leave that market, concede that market for the United States technology industry is a disservice to our country. Your argument starts from extremes. That if we give them any compute at all, we will lose everything.
No, I think what my argument those is... extremes, they're let me just make my childish. argument for They're myself. childish. Yeah. The idea is any marginal compute is helpful, right? So if you have more compute, you can train a better model. If the AI models that run on those chips are capable of cyber offensive capabilities, it enables a weapon of a kind. The logic that you use, you might as well say it to microprocessors and DRAMs. You might as well say it to electricity. It feels like you're making two different statements. One is that we're going to win this competition with Huawei because our chips are going to be way better if we're allowed to compete. And another is that they would be doing the same exact thing without us anyways. Right? How can those two things be say true at the same time? It's obviously true. In the absence of a better choice, you'll take the only choice you have. How is that illogical? But it's so logical. The reason they want NVIDIA chips is they're better. Yeah. Better is more compute. More compute means you can train a better model. Better. It's better because it's easier to program. We have a better ecosystem. But whatever the better is. And of course, we're going to send them compute. So what? The fact of the matter is, we get the benefit of developers working on the American tech stack. We get the benefit as those AI models diffuse out into the rest of the world. The American tech stack is therefore the best for it. We can continue to advance and diffuse American technology. That, I believe, is a positive. It's a very important part of American technology leadership. The policy that you're advocating resulted in the American telecommunication industry being policied out of basically the world, to the point where we don't control our own telecommunications anymore. I don't see that as smart. It's a little narrow-minded, and it led to unintended consequences that I'm describing to you right now that you seem to have a very hard time understanding. Quand on écoute Jensen Huang, Evan, on a l'impression qu'il est en train de réaliser effectivement que, comme le dit Guillaume, peut-être que les États-Unis sont en train de perdre la bataille. Mais effectivement, je trouve que l'analyse de Guillaume, elle est très pertinente, à savoir, si on leur donne pas, ils vont de toute façon le développer en interne, alors que si on leur donne nos puces, de toute façon, ça va tellement vite. Un peu cette crainte ils peuvent un peu reverse engineer notre technologie pour la développer eux-mêmes. En fait, ça ne va pas vraiment fonctionner. Ils vont continuer d'acheter pour build derrière le reste de la stack. Il n'y a pas que les chips, il y a aussi toute l'énergie, il y a les data centers, il y a les applications. Voilà, on parle de toutes les différentes boîtes qui développent des stratégies différentes de LLM, d'autres types d'architecture, d'autres types d'applications. Et d'ailleurs, c'est la stratégie d'NVIDIA, c'est de manière générale d'abonder tout l'écosystème, le reste de l'écosystème, puisque leur stratégie, c'est plus il va y avoir d'applications qui vont être construites en AI, plus le marché des applications LLM vont augmenter, plus de toute façon le besoin en chips NVIDIA va croître. Donc c'est dans notre intérêt de développer nos propres modèles LLM open source, de les traîner nous-mêmes sur nos propres coûts, les donner au reste du monde pour que vraiment les usages grossissent par le haut. Et donc je comprends que ça l'énerve. Et globalement, il me semble que à ce stade, toute la politique économique que Trump a mis en place, très agressive, liée aux restrictions, aux sanctions, également aux frais de douane, c'est en train de backlash très fort aux États-Unis. Tu le sais mieux que moi, Carlos, mais ça a l'air à ce stade d'être un échec complet. On a clairement scié la branche sur laquelle on était assis, parce que en plus on a besoin, il y a un goulot d'étranglement qui est évident, c'est l'énergie. Et pour fabriquer que ce soit les centrales électriques ou les data centers, on a besoin de certains matériaux et bien évidemment en contrepartie, les Chinois nous ont foutu des restrictions sur ces matériaux, donc on n'a même pas les matériaux pour fabriquer cette infrastructure, ne serait-ce que électrique. Et d'ailleurs, Jean-Dominique, c'est vrai que sur ce goulot d'étranglement sur l'énergie, là aussi c'est spectaculaire. La Chine a un avantage incroyable. Elle a plus de capacité énergétique que n'importe qui. Je montre ce graphe. Elle a ajouté en plus la capacité solaire et éolienne. C'est pas simplement des trucs au charbon. Hein. Ils sont devenus même presque les bons élèves de la grid green, quoi, en termes d'énergie. Alors peut-être qu'on a des puces ultra rapides aux États-Unis, mais on n'a pas forcément l'électricité pour les faire tourner, c'est ça ? C'est un coup encore à plusieurs bandes, c'est-à-dire que quand Trump annonçait drill, les Chinois annonçaient en 2060, oui, à le long terme, on sera une économie zéro carbone. Alors évidemment, il y a encore une grosse partie de l'économie qui tourne au charbon, mais la moitié du parc éolien et photovoltaïque
mondial et chinois aujourd'hui. Donc à la fois ils ont un marché intérieur énorme qu'ils sont en train d'équiper et c'est évidemment ils sont imbattables dès lors qu'il faut exporter leur technologie à l'extérieur. On parle beaucoup de leur parc éolien solaire qui est impressionnant. Mais en nucléaire, ils ont également plus de réacteurs que la France, qui est pourtant vue comme l'un des meilleurs élèves dans le monde occidental en termes de capacité nucléaire. Voilà, donc c'est énorme. Et ils sont aussi hyper en avance sur toutes les technologies de carbone capture. Tout ce qui est direct air capture. Donc voilà, on parle d'économie zéro carbone. Ils s'en donnent véritablement les moyens. Là où alors, bon, c'est encore un sujet à part entière, ça pourrait éventuellement être le sujet d'une émission, mais pour tout un tas de raisons, il y a beaucoup d'incentives, de motivation pour absorber du CO2 dans l'air qui ont été coupés sous Trump. Voilà, de l'argent public qui a abondé pour développer ces technologies. L'Europe, du coup, un peu timidement, un peu aussi ralenti ses investissements. La Chine, eux, ils continuent. Et je reviens à l'intelligence artificielle et à ces puces. Au-delà même de la puce, ce qui est intéressant, c'est que, je sais plus lequel de vous le disait, c'est de créer un standard. Et le standard, aujourd'hui, c'est celui d'NVIDIA. Il n'est pas simplement en termes de chipset, il est aussi en termes de framework qui est utilisé pour faire fonctionner ces chipsets, et en l'occurrence CUDA, qui est l'environnement logiciel, qui est propriétaire de NVIDIA. Et je pense que le vrai danger, il est là. Le verrou technologique qu'ils sont en train de faire sauter, c'est au-delà des chipsets qui, clairement, sont moins performantes que les chipsets de NVIDIA, c'est l'environnement logiciel. Et là, c'est justement DeepSeek, quoi. C'est tout ce truc-là qui va faire tourner ces modèles d'intelligence artificielle et ces chipsets, et qui va les mettre au service, en fait, de tous ces robots. Les robots, c'est assez impressionnant, hein. Je regardais les chiffres, ça donne le vertige. La Chine compte désormais 2 millions de robots industriels en opération. C'est assez dingue, quoi. C'est un record mondial absolu. Et en termes de brevets, ils sont effectivement au-dessus de la mêlée. J'ai trouvé là on parlait tout à l'heure de ces étudiants qui vont étudier aux États-Unis. Il y a une boîte qui s'appelle Brainco, qui est une entreprise chinoise de neurotechnologie. Je sais pas si tu as vu ça, Evan, mais ils ont mis au point une main robotique. C'est le problème, hein, dans la Silicon Valley. C'est tout le monde. Chaque fois que tu parles de la main, ça fait rêver tout le monde. Tout le monde phosphore, en fait, sur ce truc-là, en disant que c'est le truc le plus difficile en robotique. Là, ils viennent de lancer Revo 3, ce qui est spectaculaire. Et au-delà des performances techniques de cette main, que je vous montre si vous nous regardez sur YouTube, ce qui est impressionnant, c'est la stratégie qui est derrière. Ils mettent tout en open source. C'est-à-dire et en fait, il y a cette technologie qui est disponible, mais à l'inverse de la Silicon Valley, elle n'est pas propriétaire. N'importe qui peut l'utiliser. Ils essayent de véritablement créer un standard pour que tout le monde puisse s'approprier ce truc-là. Pourquoi ? Parce qu'ils savent qu'ils maîtrisent complètement la chaîne industrielle et la supply chain ensuite derrière pour fabriquer cette main. C'est spectaculaire. Ouais. Ça, c'est vraiment une caractéristique que tu viens de la Chine, c'est-à-dire que en devenant usine du monde, ils fabriquent tout. Et quand tu vas à Shenzhen, entre Hong Kong et Shenzhen, et et Hangzhou, si tu veux monter un projet, mais t'as plein de fournisseurs qui peuvent te développer ce que tu veux très rapidement, avec des délais incroyables, et tu fais un marché technologique à la fois dans les équipements, c'est le souk de Marrakech de la technologie, quoi. Ouais, mais c'est incroyable. Ça, ça, il faut vraiment l'avoir en tête, parce que c'est un modèle qui est impossible aujourd'hui à craquer à cette échelle. Et donc, et en plus, t'as les big tech et les startups. Enfin, t'as un écosystème complet, quoi, incluant les usines et un marché d'usage qui est sans équivalent. Donc la puissance, je pense qu'on a encore rien vu, en fait, hein, de ce qui va nous arriver. Et pourtant on l'a vu venir. Quand on était à Pékin, je suis arrivé à Pékin en 2018. C'était évident qu'il y allait y avoir un tsunami de voitures électriques. C'était évident, quoi. Et en fait, le réveil a été beaucoup plus tardif, malheureusement, chez nous, parce que ça commence à être stipulé. Là, je lisais le haut commissariat au plan, qui effectivement là dit qu'il y a vraiment une menace chinoise. On commence à en parler maintenant.
D'ailleurs, le prochain festin que j'ai organisé parle de la souveraineté et on a parlé essentiellement de la Chine. Et j'avais invité Clément Beaune à table et qui en parle. Et effectivement, on en parle maintenant, quoi. C'est-à-dire que on se réveille aujourd'hui. Et les vagues, les vagues, il va y en avoir. Parce qu'il y a les robots, il y a l'économie de basse altitude, ce sont les drones sous toutes leurs formes, les satellites, les plateformes de e-commerce qui nous mettent complètement en direct avec les prix d'usines chinoises. Enfin, c'est une révolution. Shein, Temu et JD.com qui arrivent et les suivants. On n'a encore rien vu du tsunami que ça va produire d'être en direct avec les usines chinoises au prix chinois. Donc il y a vraiment un réveil très important et cette émission est super importante parce que on n'a pas pris la mesure, je crois, de ce qui est en train de se passer encore aujourd'hui. Moi, ce qui m'inquiète énormément, en fait, et comme tu dis, Jean-Dominique, c'est très important cette émission. J'espère que ça permettra aussi de nous réveiller face à cette... Parce que moi, je considère comme une menace, mais elle est à la fois américaine pour l'Europe et aussi chinoise. Pour l'Europe, c'est existentiel, ouais, c'est très important. C'est existentiel. Et j'entends souvent, notamment dans la French Tech, dire « Oui, mais tu comprends, notre écosystème, il est très jeune. » Donc, la Silicon Valley, elle s'est pas faite en 20 ans. Mais quand on regarde la Chine, il y a 20 ans, on n'en était pas là, quoi. C'est-à-dire que là, on a quand même l'exemple d'une Chine qui, en 20 ans, a été capable de rattraper, voire dépasser les États-Unis. Donc nous, on est quand même des brels, quoi, absolus. C'est-à-dire que moi, je veux bien qu'on nous dise que la Silicon Valley, c'est un truc qui date avec la DARPA des années 50. Mais bon, ok. Mais la Chine, elle a montré qu'elle était capable de faire en l'espace de 20 ans ce que nous, on n'est pas capable de faire en l'espace de 30. Et c'est pas fini parce que dans le fameux plan dont on parlait au tout début sur l'IA, un des volets qui vient d'être rendu public le 10 avril, c'est l'IA dans l'éducation. Dès l'âge de 6 ans, visiblement, les enfants... Ça date de plus longtemps que ça parce que déjà dès 2015, ils testaient tout ce qui était possible de tester dans les modèles éducatifs, la réalité augmentée, les casques cérébraux pour piloter avoir une idée de l'attention et des sentiments. En fait, il y a une absence de tabou, une curiosité dingue qui, t'as raison, ils testent tout. Voilà, c'est ça. On est très humble par rapport à tout ça. Et nous, on a peur de tout. Et nous, on a un devoir de précaution dans notre constitution qui fait qu'on il ne faut rien tester. Ou alors, si on teste, on a des obstacles absolument incroyables dès qu'on commence à tester quelque chose. Ils testent tout, mais ils déploient pas tout. Attention. Les casques dans les écoles maternelles, ils les ont pas déployés. Non, mais vous voyez, quand je regarde ça, je me dis quoi? Qu'est-ce qui nous manque en Europe? Il nous manque à la fois les capitaux, ce que les États-Unis ont. Parce qu'on est aux États-Unis dans un modèle de démocratie, donc effectivement on a un président qui change tous les 4 ans, comme dans les pays européens, mais on a les capitaux, eux, qui sont là pour plus que 4 ans, et donc on a cette continuité capitale du capital, et c'est ça peut-être que ce qui nous manque en Europe. Et effectivement, la Chine nous bat parce que leur dénominateur, ils divisent tout par 1. Il y a le parti central qui décide, alors que nous, on divise par 27 en Europe. Et donc, forcément, diviser par 27 toutes les décisions fait que on avance plus lentement. Donc, c'est ça le problème. Alors, je sais, les gens vont le dire. Ils vont dire, ouais, encore Carlos est en train de nous expliquer que la démocratie, c'est un problème. Oui, je pense que c'est effectivement cette absence de démocratie en Chine. Et je ne suis pas là pour dire qu'il faut abroger la démocratie. Mais ils ont une sorte de unfair advantage, c'est ça ce que je suis en train de dire. Je veux expliquer, quoi. C'est un unfair advantage. On peut pas lutter contre. Ouais, mais moi, je pense que je dois me tromper parce que je me trompe tout le temps sur plein de trucs. Mais moi, je mettrais pas ça sur le plan de la démocratie. Je mettrais ça peut-être sur le plan du long terme, c'est-à-dire long terme et bon sens. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. Regarde, nous, même aux États-Unis, on rentre dans les accords de Paris, on en sort, puis on y revient, et puis, c'est n'importe quoi. Mais tu vois, on a eu
un plan en France, une vision sur l'énergie nucléaire, une vision sur l'indépendance même nucléaire. Et on vend Alstom aux Américains. Oui, mais qui n'était pas. On a eu une vision tout en étant démocrate. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que comme tu côtoies maintenant des hommes politiques avec le festin, etc., tu peux les challenger là-dessus sur leur vision. Donc je pense que c'est ça en fait moi que j'envie plus à la Chine plutôt que l'absence de démocratie, tu vois. Oui, et puis on a parlé des fragilités chinoises aussi, hein. Donc il faut pas les sous-estimer. On a parlé des fragilités chinoises au début. On pourrait développer un petit peu plus si on avait le temps, mais elles sont très très importantes. Et donc l'avenir n'est pas écrit non plus. Oui, bien sûr. Planification centrale et démographie également. On peut pas nier aussi qu'en France on est 70 millions, en Chine ils sont 1,4 milliard, en Europe à tout casser on est 400 millions. Donc non seulement il n'y a pas de planification centrale, on est beaucoup moins nombreux. Ça c'est si on avait un gouvernement central et qu'on était 1,4 milliard, je pense que les plans seraient pas tout à fait les mêmes. Si on était plus unis, si on accélérait la construction européenne dans ces domaines-là, c'est sûr qu'on aurait. Alors, on pourrait, mais c'est impossible, les gars. Et moi j'ai fait un festin sur le militaire par exemple et la défense, et là on se rend bien compte que c'est impossible. On peut pas. On essaye grâce à l'Europe de faire des trucs ensemble, mais c'est un casse-tête pas possible. On accouche de trucs qui sont complètement débiles. Ouais. Et puis l'amour des sciences, hein. Enfin bon, mais bon, ça sera une autre. Oui. On devrait célébrer notre émission. Ouais. Non, mais ce qui était amusant sur les jeunes Chinois, c'est qu'ils sont en train de fabriquer pour 2030 et 2035 une génération d'IA native. Comme il y a eu des smartphones natifs, ils sont en train de passer à la génération des IA natives. Donc c'est enseigné à l'école. Ça fait partie d'un savoir fondamental en primaire avec les maths et la littérature et l'écriture. C'est la pédagogie qui l'intègre. Et ça fait longtemps qu'il l'intègre. Il y avait des startups phénoménales dans les années 2015-2018 qui intégraient l'IA bien avant l'IA générative. Elles étaient identifiées par Stanford et le MIT comme parmi les plus créatives au monde dans leur domaine de l'EdTech. Donc il y a une expérience qui est énorme pour inclure la pédagogie et l'hyper-personnalisation du suivi pédagogique de chaque individu sur ses progrès, etc. Donc ça c'est très très important et ils veulent dans nos sociétés encore là, comme tu disais, faire un standard pour l'exporter. Oui, et puis le problème, c'est que dans nos sociétés occidentales, l'éducation, c'est un marché de merde. Il n'y a pas de pognon, donc s'il n'y a pas de décision en haut qui l'impose et que le marché n'est pas intéressant économiquement, bah rien ne se passe. Plus l'objection de conscience de certains profs qui veulent pas du tout entendre parler de l'intelligence artificielle c'est très compliqué. dans leur mais ça veut dire pédagogique. qu'ils vont avoir cette génération qui va être formée en plus à piloter l'IA, ce qui est quand même un de nos gros soucis. Est-ce qu'on sera capable demain de superviser les IA? Ils essayent de répondre à cette question en fait. Bon, Guillaume nous a laissé, il a été avalé par le Parti communiste chinois, visiblement. On ne vous passera pas les images, c'est assez horrible. En fait, on a vu débarquer des agents chinois qui l'ont kidnappé. On vous donnera des nouvelles dans le prochain numéro. Je voudrais qu'on parle de l'espace ensemble parce qu'il y a 8 jours, il y a 4 astronautes américains qui amérissé au large de San Diego après un voyage historique. Ça faisait des années que on nous promettait ce voyage vers la Lune. Ça y est, il a eu lieu. Alors attention, on n'a pas mis un pied sur la Lune, mais on a pulvérisé le record d'Apollo 13 avec un voyage de plus de 400 000 kilomètres depuis la Terre. Et on a pu contempler notamment la face cachée que personne n'avait jamais vue de la Lune. C'était assez impressionnant. Sauf que là aussi, j'avais envie de parler de la Chine parce que la Chine, et on sent bien là aussi qu'il y a une course. Hein. C'est pas pour rien que les États-Unis accélèrent sur la Lune, hein, parce que la Chine, elle essaye depuis un petit bout de temps de prendre possession de cet astre. Hein. Il n'y a pas que Elon Musk qui envisage que l'humanité devienne une civilisation multiplanétaire. Visiblement, les Chinois aussi. Et on a vu le 9 avril dernier un avion cargo se poser sur l'île de Hainan. Je ne sais pas comment on prononce. Hainan. Hainan, oui. Hainan, ok. Avec à son bord une sonde qui s'appelle Chang'e 7. Son lancement est prévu en août.
Et alors, la mission, elle est assez incroyable. La mission de cette sonde, c'est d'aller trouver de la glace au pôle sud lunaire et d'installer sur la Lune une station, une base permanente avec notamment un réacteur nucléaire, et tout ça d'ici 2035. Voilà. Donc, c'est réaliste cette histoire, Evan, où est-ce qu'on est encore? Est-ce que la Chine est aussi rentrée dans une sorte de délire et de storytelling ou non, il y a vraiment une opportunité pour aller chercher de l'eau et des ressources sur la Lune qui seraient intéressants pour l'économie chinoise? Alors, plusieurs choses. Sur la partie réacteur nucléaire, moi je suis surpris parce que déjà en France, on annoncerait qu'on veut en France, en 2026, avoir un nouveau réacteur d'ici 2035. Déjà, c'est un calendrier qui risquerait de ne pas être respecté. Donc là, sur la Lune, je comprends même pas, mais c'est incroyable en termes de storytelling. Mais ça leur ressemble pas de faire des annonces qui tiennent pas. On en parlait avec le plan quinquennal. Donc tout ça est très étonnant. Pour ce qui est de miner des ressources à l'extérieur, moi j'ai fait quelques capsules vidéo sur ce sujet, notamment avec l'annonce d'Elon Musk sur le Terrafab, quand il a annoncé vouloir aller récupérer des ressources sur des astres, sur la Lune. Il y a beaucoup de gens qui ont crié, qui dans les commentaires crié au scandale, disait non mais on a dégueulassé la Terre, maintenant faut qu'on aille dégueulasser les autres astres. Je ne comprends pas ces considérations morales. Vraiment, je ne comprends pas d'où elles viennent. C'est extrêmement pragmatique d'aller chercher dans l'univers. Elles viennent des médias qui nous expliquent, qui culpabilisent. Ouais, mais alors les astres à l'extérieur, qu'un astéroïde on aille tirer des minerais là-dessus, je ne comprends pas. C'est du pur pragmatisme. Dans l'univers, il y a des atomes en abondance totale. Il faut aller les chercher. Je préfère qu'on aille faire du minage sur la Lune que sur la Terre, et donc je trouve que c'est super qu'ils aillent faire ça. Et même d'un point de vue de la compréhension de l'univers, on comprend toujours pas d'où la vie vient, d'où l'eau salée est venue sur la Terre. Enfin, allez regarder ce qui se passe sur d'autres astres, c'est une manière de comprendre. D'ailleurs, sur ce sujet-là, je regardais le nouveau documentaire de Mi-Code. Moi aussi, j'étais dessus, ouais. Tu l'as vu ce week-end? J'étais dessus là. Ah ouais, on embrasse Michael, je sais qu'il écoute Silicon Carnet. Et sincèrement, super, j'ai été happé par ce truc. J'ai regardé ça samedi après-midi, c'est absolument génial, justement sur la mission européenne de l'ESA, qui avait été sur la comète Halley pour aller récupérer, faire des prélèvements. Et alors, c'est digne d'un film hollywoodien, ils ont rencontré plein de problèmes. Je vous invite vraiment à aller voir le documentaire de nos amis de Underscore et de Mi-Code en l'occurrence, qui est absolument génial et qui parle exactement de ça, quoi. Ce qui est dingue d'ailleurs, parce qu'on se rend compte que il y a encore quelques années, l'Europe était à la pointe de ce truc-là, parce que cette mission, elle était prévue en partenariat avec les États-Unis, et puis les États-Unis nous ont laissé tomber. Et pourtant, la mission a bien eu lieu. L'Europe, de façon autonome, a été capable d'aller poser une sonde sur la comète Halley, récupérer. Alors, ça s'est pas passé comme prévu. On n'a pas fait tous les prélèvements qu'on aurait voulu faire, mais on a appris certaines choses. Et effectivement, il y a sur ces astres c'est pas un astre sur ces météorites, ces comètes. Il y a effectivement des ressources, des matériaux qui sont hyper utiles. Et moi, j'ai découvert en préparant cette émission que, effectivement, sur la Lune, il y avait des trucs super intéressants. C'est incroyable. Ouais. Oui, il y a beaucoup de métaux. Alors, l'histoire de l'eau, en fait, c'est les États-Unis et la mission Artemis a exactement le même objectif que la Chine, en l'occurrence. Il faut aller se poser près de la calotte glaciaire pour vérifier, pour voir si, effectivement, il y aura suffisamment d'eau pour pouvoir extraire et faire de l'hydrogène sur place, pour faire un carburant qui permettra de faire décoller les fusées vers Mars, en fait. C'est ça le plan. La mission Artemis aussi a ce même projet. C'est l'Europe d'ailleurs qui a pensé les modules d'exploration, si je me souviens bien, de la partie recherche de l'eau pour ce type d'usage. Là, c'est quelque chose qui est planifié. L'extraction de ressources minières, on en est encore assez loin quand même. Donc de l'eau sur la Lune, moi je pensais que c'était une légende, mais visiblement c'est une calotte glaciaire. Mais il faut aller vérifier.
Faut aller voir. Il faut aller vérifier. La température est très basse et donc il y aurait de l'eau qui serait peut-être congelée quelque part et qu'on pourrait extraire sur la Lune. Mais c'est pas que de l'eau, effectivement, c'est aussi tout un tas d'autres ressources, notamment l'hélium 3, qui est visiblement un carburant pour la fusion nucléaire, ce qui expliquerait justement, Evan, que les Chinois envisagent la création d'une centrale nucléaire sur la Lune, puisqu'ils utiliseraient justement l'hélium 3 pour... c'est les fameuses... tu penses que ça serait une centrale de fusion nucléaire? Parce qu'on ne maîtrise pas encore cette technologie. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Parce que sont les petits réacteurs nucléaires, les fameux petits SMR dont on parle beaucoup. Oui, mais il parle de 2025. Donc, moi, je pense qu'ils sont partis pour la fusion là-dessus. Le jour où on craque la fusion, c'est spectaculaire. On a résolu nos problèmes, en gros. Je pense que ouais. Alors, il y en aura d'autres, j'en doute pas, mais par contre, effectivement, sans doute. Mais c'est le nombre de problèmes qui restent à résoudre. Donc je pense que c'est effectivement de la fission, et l'hélium, c'est simplement que c'est très très cher. C'est plusieurs dizaines de millions de dollars la tonne, le litre. Non, le litre, je crois que je dis des conneries. À vérifier. Et par exemple, dans l'IRM, on utilise aujourd'hui, les grosses machines IRM utilisent de l'hélium. Alors je sais pas si c'est cet isotope-là ou comment est-ce qu'on le fabrique, mais c'est très coûteux et très compliqué de s'en procurer. C'est une des raisons, il y a beaucoup de shortage d'hélium. Et donc c'est ce qui fait que c'est aussi un désavantage de notre machine qui est plus petite et qui fonctionne à un champ magnétique plus faible, c'est qu'on n'a pas besoin de refroidir les aimants pour les mettre en état supraconducteur, et donc on n'a pas besoin d'utiliser cet hélium. Et ce qui est génial, c'est de se dire que là, on n'est plus en train de voyager sur la Lune juste pour y poser un pied et revenir, mais c'est vraiment, on est en train d'envisager la Lune pour y rester, quoi. Et ça, c'est assez incroyable de se dire que oui, effectivement, on va être les témoins, peut-être, je ne sais pas moi, mais peut-être toi, Evan, ou en tout cas nos enfants, j'en sais rien, peut-être nous aussi, puisqu'on va vivre en plus jusqu'à 250 ans. Donc, j'en sais rien, on va être les témoins d'une civilisation multiplanétaire. Et il y a aussi ce projet fou d'Elon Musk avec cette catapulte électromagnétique pour balancer des trucs, hein. Je pense que c'est lui, à lui seul, qui a ravivé ce rêve de l'exploration spatiale, qui s'était arrêté faute de moyens aux États-Unis. Et comme les États-Unis n'étaient pas menaçants à ce niveau-là, c'était pas forcément un objet de concentration des autres puissances comme la Russie ou la Chine. Et maintenant que avec Elon Musk, tout cela devient possible d'un point de vue économique et que il est en train de à lui tout seul redémarrer ces programmes-là, bah du coup les États-Unis s'en emparent, ça devient possible économiquement pour eux, et du coup la Chine doit suivre, l'Inde doit suivre, et je pense qu'Elon Musk est vraiment l'étincelle qui a rendu tout ça possible. Clairement, et dans les études que j'ai pu faire de prospective, notamment pour le CNES sur les satellites de communication à 2035-2040, c'était vraiment des questions. Alors là, on parlait pas forcément de la Lune, mais parce que ça, c'est en cours, mais on voit pas encore, les plannings peuvent encore bouger quand même pas mal. Il y a encore beaucoup d'incertitudes malgré tout, même si ça va vite. Mais déjà, quand on parle de constellation aujourd'hui, là, il y a une guerre frontale entre les États-Unis et la Chine, effectivement lancée par Musk. Mais par exemple, en Chine, alors personne pense qu'il y en aura autant à la fin, mais ils ont 6 projets de constellation, par exemple. Ils en ont 3 dans le domaine, en concurrente à Starlink. Donc, si on additionne plus 2 dans le domaine observation de la Terre et mission militaire. Plus les constellations secrètes dont on nous parle pas, quoi, certainement. Oh, plus celles qui vont lancer sur le domaine des data centers dans l'espace, parce que c'est eux qui ont commencé, en fait, à faire des tests. Donc, ils ont énormément de projets. Pareil, tous ne seront pas lancés, mais ils ont, si les 3 y allaient, il y aurait 50 000 satellites chinois autour de la Terre de microsat, enfin pas des microsat, des sats Léo, ce qui sera pas le cas. Mais bon, les ambitions sont énormes et ils ont commencé à les lancer. Donc il y a déjà 3 constellations qui sont en train de se construire, équivalent à Satellite au-dessus de nos têtes. Donc c'est déjà une réalité pour le coup. Et là, il y a une compétition qui est clairement lancée, quoi. Et nous, en Europe, on n'a pas de programme là-dessus. Enfin, moi, je vois pas d'annonce. Si, on en a 2. On en a 2. On a Eutelsat, qui a racheté Abuan, qui a déjà une constellation, mais on est en dessous des 1000, largement, 1000 satellites. Mais ça nous permet aussi d'être présents, par exemple, en Ukraine. Et de relier aussi, hein. Donc, ça, c'est un projet privé. Et puis, on a et ça, c'est déjà lancé.
Et ça, c'était post-Starlink, c'est-à-dire c'est post-guerre en Ukraine, cette histoire. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est? Non, on s'est rendu compte. déjà. Non, c'était déjà là. Ouais. Ouais. C'est quand ça a été l'aiguillon a été Starlink, bien sûr, mais ça a été lancé à ce moment-là. Mais la constellation avait été lancée par Hub One et rachetée par Eutelsat, qui l'intègre dans son offre plus large de satellites. Et puis il y a le projet Iris 2, qui est un projet européen pour le coup. Qui prend du retard, qui est très long à lancer, mais qui a une vocation d'avoir une constellation souveraine à but aussi militaire pour qu'on soit complètement autonome en Europe, même si c'est une constellation qui va viser 600 satellites. Hein. Voilà, on n'est pas sur les mêmes échelles, mais qui nous rendrait quand même 50 000 autonomes. tout à l'heure avec les Chinois, quand même. Voilà, 3 fois 12 000, quelques, 3 fois 12, 15. Mais bon, elles seront pas toutes construites, mais il y a les 3 sont en cours. Enfin, il y en a au moins, il y a GoWang et QuickFan qui ont déjà lancé. Ils sont très en retard, hein, par rapport à Elon Musk. Ils ont, sur 13 000 pour GoWang, ils en ont lancé 120, je crois. Voilà, mais ils accélèrent, ils en lancent 100 par an maintenant, quasiment. Donc, ils vont aller assez vite. Et puis, QuickFan, ils en attendent 15 000 et ils en ont lancé 126. Voilà, ça, on est au début, hein, des constellations chinoises, mais bon, elles sont parties, quoi. En tout cas, le calendrier pour la Lune, il est assez incroyable, hein. Chang'e 7, donc c'est cette année. Et c'est la cohérence aussi du plan qui est assez impressionnante. 2026, Chang'e 7, c'est une sonde qui va chercher pour vérifier qu'il y a de l'eau sur la Lune. Si c'est le cas, ils ont tout de suite Chang'e 8 prévu pour 2029 qui va tester la construction in situ sur la Lune de cette base qu'on envisage avec ce réacteur nucléaire. Et puis 2030, ils envoient les taïkonautes, hein, c'est et les robots, n'oublie pas les robots, parce que les bien robots évidemment, sont très au point. Exactement, avec le plan quinquennal, on comprend mieux pourquoi est-ce qu'ils accélèrent sur ces robots humanoïdes. Et c'est ces robots certainement qui vont construire jusqu'en 2035 cette base lunaire chinoise. C'est plausible, c'est-à-dire que quand on regarde, mais ce qui est impressionnant, c'est le calendrier, mais en tout cas, le plan a l'air vachement bien étudié. Ouais. Bon, ben voilà ce qu'on pouvait dire sur. Je sais pas est-ce qu'on a fait peur ou est-ce que on a émerveillé ou est-ce qu'on a, j'espère, réveillé nos amis européens sur ces trucs-là. Vous le voyez comment? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut devenir autonome, nous l'Europe, et avoir un plan aussi ambitieux? Et est-ce qu'on en a les moyens, à la fois économiques, mais aussi techniques? Est-ce qu'on a les compétences aussi pour ça, hein, parce que c'est aussi une question de compétences. Ou est-ce qu'il faut s'allier à la Chine, ou est-ce qu'il faut s'allier aux États-Unis? Ton point de vue là-dessus, Jean-Dominique? Si tu devais donner un conseil aujourd'hui, si tu donnerais quoi là-dessus, les capacités, on les a. On n'est pas largué en R&D, pas du tout, sur aucune des technologies. On s'est pas passé au mass market, parce que, comme on l'a dit, le marché est fragmenté. Donc là, il y a un vrai travail à faire là-dessus. C'est impératif. On le fera le dos au mur, mais et il faut espérer qu'on le fera, parce que c'est la seule voie de sortie, j'en vois pas d'autre. L'échelle européenne pour pouvoir donner la puissance de notre recherche et de notre capacité industrielle. Et ça veut dire que les Européens, ce que je traduis ce que tu veux dire, c'est que les Européens arrêtent d'utiliser SpaceX pour des lancements et privilégient des lanceurs européens, des solutions de satellites européennes, etc., etc. Quitte Jean-Dominique a aussi handicapé leur compétitivité, parce que on n'a pas les capacités qu'aujourd'hui nous offrent les Américains. Non, c'est clair. Oh non, mais c'est clair, il faut avoir déjà une stratégie d'ensemble, et puis après, il faut avoir un planning, parce que on sait très bien qu'il y a des domaines sur lesquels on pourrait être autonome assez vite, et puis d'autres sur lesquels, de toute façon, même dans 10 ans, on sera toujours pas autonome. Sur les semi-conducteurs, on le sera pas, de toute façon, même si on s'y mettait aujourd'hui. Donc voilà, donc il faut y aller progressivement, et puis il faut continuer à dialoguer avec les deux bords, avec les États-Unis et la Chine, parce qu'on a beaucoup à apprendre de la Chine aujourd'hui.
On peut pas ne pas regarder ce qui se passe en Chine pour faire du rétro innovation venant de la Chine, alors que c'était l'histoire inverse. Alors c'est compliqué, hein, ça nous fait mal, mais on est obligé de le faire comme on le fait avec les États-Unis. On envoie nos étudiants, enfin s'ils sont acceptés en Chine, c'est compliqué, mais en tout cas on regarde, on observe, on a des contacts. Ne pas en avoir, ça serait suicidaire. Mais on le fait en tant qu'Européens avec nos valeurs européennes. Voilà, on n'a pas d'autre choix, sinon l'Europe éclatera, et ça c'est un autre scénario, et sera divisée entre les États-Unis. On sera des satellites, ce qu'on est en partie. Hein, on parle de une colonie numérique. L'Europe va une colonie technologique. Voilà. Si je résume ce que tu dis, c'est il faut pas lâcher. Il faut accepter aussi le fait qu'on ne fait pas la course en tête. Il faut être pragmatique par rapport à ça, mais il faut rien lâcher. Il faut continuer et créer des ponts, que ce soit avec les Chinois ou les Américains, et progresser selon notre système de valeurs. On n'a pas le marché intérieur, voilà. Ouais. On n'a pas le marché intérieur, mais on a les technos. Donc on sait pas jouer le marché européen. Moi, je pense que l'époque nous enseigne qu'effectivement, il faut qu'on se recentre sur nous et qu'on regagne en souveraineté. C'est un mot qu'on entend beaucoup politiquement, mais ce serait bien que véritablement il s'illustre, parce qu'on s'est rendu compte, du coup, on avait délégué un peu la défense, les questions de sécurité, de marche du monde aux États-Unis, et on se rend compte que quasiment du jour au lendemain, ça peut se retourner contre nous. On avait délégué l'industrialisation, enfin tout ce qui est le manufacturing à la Chine, et on se rend compte qu'à mesure qu'ils gagnent en pouvoir d'achat, ils ont plus spécialement envie de produire pour le reste du monde, mais en fait pour eux, et qu'ils ont d'autres ambitions. Donc il faut nécessairement l'époque nous enseigne qu'il faut se recentrer sur nous. Néanmoins, moi, il y a un message quand même que je suis le premier à taper sur l'Europe, parce que ça m'énerve. Il y a beaucoup de choses qui m'énervent, notre tendance à beaucoup réguler, la lourdeur politique, le fait de mettre l'éthique et la morale. Et Evan, le manque de couilles. Hein. Tu as vu là, ils ont sorti le plan cloud européen, ils ont foutu 180 millions sur la table. Non mais c'est oui, non mais parfois c'est ridicule, ouais. C'est sûr. Mais néanmoins, donc je suis le premier à taper sur les limitations de l'Europe, parce que ça me frustre. Voilà, cette tendance à la régulation, cette hyper et voilà, ce que je disais, c'est le fait de en permanence, c'est ce que je vois qui moi me fatigue beaucoup en Europe, c'est de mettre la morale et l'éthique au premier plan devant tout le reste. Dès qu'on parle de technologie, d'innovation, de trucs, oui, mais quid de et les droits de l'homme et le truc et le machin. Et en fait, ça fait partie de notre ADN, c'est normal. Mais il y a un moment où il faut que les gens comprennent que l'éthique, c'est le luxe des dominants. C'est le moment où en fait on est souverain, qu'on ne dépend pas des autres, que là on peut se permettre de faire la morale, ou de s'imposer en fait des sortes de handicaps de vertu, et ça c'est très bien. Je veux être dans ce monde-là, mais il faut avoir aussi le pragmatisme de se rendre compte qu'il y a deux empires en fait, parce qu'on est en train de revenir un peu à ce monde-là, même complètement. Il y a deux empires qui eux se posent pas ces questions-là, se mettent pas ces contraintes-là et avancent plus vite. Moi je tiens quand même à dire que, encore une fois, même si je suis le premier à taper sur l'Europe, on est quand même trop stylé, parce que malgré l'Europe, malgré le carcan politique, malgré le manque d'union, malgré ces cultures différentes, putain, mais on est les meilleurs dans tout. On a le potentiel d'être les meilleurs dans tout. On est les meilleurs en R&D. On a le plus de médailles Fields, on a le plus de prix Nobel par rapport à la densité de la population. La France est l'un des phares de l'Europe en particulier sur tous ces sujets-là. Dès qu'on veut mettre quelque chose en place, on le met en place. Le nucléaire, on en parlait plus tôt. Il y a eu un commissariat au plan à l'époque du Concorde, à l'époque du nucléaire. Il y avait une vision et on a vu tout ce qu'on a été capable d'exécuter. Et je saurais pas dire quel a été le point de bascule, mais ces 20 dernières années, à peu près, tout a commencé il est assez évident, hein. C'est 40 ans de socialisme, hein. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Si tu regardes historiquement, ça coïncide, hein. Pas que. Mais voilà, je pense que c'est pas aussi simple que ça, mais oui, je suis d'accord avec toi. Et donc, bon. On a les moyens, et il faut qu'on s'en empare, et putain, faut qu'on devienne souverain, et faut qu'on y aille pour tous les bouffer, pour que ensuite on puisse retourner imposer notre morale au reste du monde, et ça sera très bien. Moi j'aime bien ça. C'est une bonne conclusion. Merci les amis, c'était super de discuter avec Carlos. vous. Merci Jean-Dominique d'être venu nous éduquer sur la Chine que personnellement je connaissais pas bien et que je connais mieux. D'ailleurs, je vous invite à aller sur le Substack de Silicon Carnage, puis toutes les notes. Tiens, d'ailleurs cette édition spécialement, je vais la rendre publique et disponible dans son intégralité, même pour ceux qui n'ont pas pris l'abonnement payant, parce que je pense qu'effectivement, ce sont des informations qui sont hyper importantes pour tout le monde.
Voilà, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de Silicon Carnet samedi. Je ne sais pas de quoi on va parler. Je crois qu'on va parler de Palantir qui vient encore de balancer un truc complètement dingo avec des propositions pour l'humanité. Ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Voilà. Donc rendez-vous samedi. Allez, hasta luego amigos. Bye bye.